Bonjour, je m'appelle Denis Gélina, je suis psychologue au Centre de psychologie de Varennes. Aujourd'hui, je vais faire une réflexion avec vous sur le mieux vivre en période de confinement et dans la période d'après-confinement. Pour amorcer cette réflexion-là, je voudrais d'abord qu'on s'arrête ensemble sur d'identifier, mais qu'est-ce qui nous stresse exactement? Le fait d'identifier le stresseur, ça va nous donner une certaine prise sur qu'est-ce qu'on peut faire avec maintenant. Ce que vous allez vous rendre compte également, c'est que dans une même famille, on ne réagit pas de la même façon aux mêmes stresseurs. Donc, chacun des individus a des préoccupations et parfois vous allez vous rendre compte qu'on ne réagit vraiment pas aux mêmes places et c'est important de pouvoir s'en parler entre nous par la suite. Il y a une revue médicale britannique qui s'appelle The Lancet qui a fait un relevé de littérature sur les impacts psychologiques en période de confinement. Et ils ont fait un relevé d'un certain nombre de sujets qui touchent plus particulièrement les individus. Le premier que je vais aborder avec vous, c'est la peur d'être infecté. Bien évidemment, il s'agit d'un virus actuellement, donc pour certains d'entre vous, la peur, elle est très grande, particulièrement si au quotidien, vous êtes exposé à ce virus-là. Je pense par exemple au personnel de la santé qui travaille en centre hospitalier ou dans des CHSLD. Mais on pourrait habiter chez soi, ne pas travailler avec des gens infectés et d'avoir aussi peur que le personnel qui travaille en institution. Donc la réponse de mon stresseur à mon stresseur pourrait être aussi grande. Donc ma réaction, elle est individuelle, même si je ne suis pas exposé aux mêmes choses. Un autre facteur qui est une source de stress chez les individus en période de confinement, c'est la frustration d'être coincé chez soi. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est en période de confinement. Certains d'entre vous sont tannés. Ils ont hâte de pouvoir aller dehors et retourner à leur activité régulière. Mais ce qu'on entend de plus en plus, c'est que ce déconfinement sera très progressif et on le révisera en cours de route pour voir si on va trop vite ou pas. Donc, on en a encore pour plusieurs semaines, voire peut-être quelques mois avant de retourner à quelque chose qui ressemble à la réalité qu'on avait avant la pandémie. Dans cette réalité-là de frustration d'être coincé chez soi, il y a aussi l'ennui. Il y a des gens qui trouvent ça long. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent pas comment occuper leur journée. Il y en a qui font du télétravail, donc eux ont une activité régulière, ils savent à quoi s'en tenir, mais pour les autres, des fois, c'est parfois très long comme temps. On va aborder cette question-là un peu plus tard tantôt. Un troisième élément qui a un impact psychologique, c'est l'inquiétude par rapport à nos besoins primaires. Ceux qui ont déjà fait de la psycho, vous vous rappellerez la fameuse pyramide de Maslow avec les besoins primaires. Nourrir, boire, penser à l'argent qui est un besoin primaire aussi, qui n'est pas un détail. Il y en a actuellement qui ont perdu leur emploi, il y en a qui ont des allocations fédérales, mais dont les revenus sont beaucoup moindres que ce qu'ils avaient comme revenus avant. Donc, pour certains, les inquiétudes sont réelles et sont très difficiles à gérer. Dans un autre ordre d'idée, pensez à un besoin primaire comme le papier hygiénique. La réaction d'un paquet de citoyens quand la pandémie a commencé et qui sont allés faire d'énormes provisions de papier hygiénique, on était dans un besoin primaire. C'est très irrationnel comme réaction, mais la crainte d'en manquer fait qu'il y en a qui aiment mieux stocker que de penser que demain matin, ils rempliraient les tablettes et qu'il y en aurait à nouveau. Quatrième besoin dans la revue de littérature, c'est la difficulté d'avoir accès aux soins de santé. Donc, il y a des gens qui sont inquiets en disant « Si j'avais un autre problème que le COVID-19, où là, on sait qu'il y a des services d'offerts, est-ce que j'aurais des services? Est-ce que je risque d'aller m'infecter si je me présente dans un centre hospitalier parce que je suis en train de faire un AVC? Est-ce que si j'ai un problème de diabète important et qu'à quelque part j'aurais besoin d'aller consulter et que je ne le fais pas, est-ce que j'aurai quand même des services qu'on va m'offrir ou si on va me dire non, déplace-toi pas, tu risques d'être contaminé et reste à la maison? Donc il y a cette crainte-là que les gens ont par rapport à la santé, qu'on ne leur offre pas suffisamment de services. Dans le fond, si vous suivez bien l'actualité, vous savez à quelque part que ces services-là sont offerts et qu'on vous dit bien de ne pas hésiter à consulter. Je pense aux AVC, aux infarctus entre autres, où les symptômes pourraient disparaître dans les heures qui vont suivre, mais ça peut laisser des séquelles permanentes. Donc vous avez avantage à consulter
si vous étiez affecté par cette problématique de santé. C'est un exemple, il pourrait en avoir d'autres. Cinquième élément, le manque d'information. On a d'une part l'impression qu'on est surinformé, qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations, puis en même temps, quand on dépouille un peu l'information, on se rend compte que les connaissances qu'on a autour du COVID sont quand même à leur état de balbutiement. On a des informations, on fait des nouveaux liens, on la comprend davantage, cette problématique-là, mais il y a encore beaucoup de temps qu'on aura besoin pour faire des recherches plus approfondies, pour mieux comprendre l'évolution de cette problématique-là. Mais en ce qui concerne les données de base, de comment on peut se protéger, ça, on a quand même beaucoup d'informations. Par contre, on est parfois étonné de voir qu'il y a des gens qui ont des comportements qui ne tiennent pas compte des informations de base qu'on nous a demandé de tenir compte au niveau de la santé publique. Et on dit, comment ça se fait qu'ils ne sont pas capables d'en tenir compte? Donc, c'est important également de ne pas passer par-dessus puis de faire juste à notre tête, mais d'entendre à quelque part ce que collectivement on nous propose de faire pour se protéger les uns les autres. Au niveau de l'information, pour rester sur ce thème-là, il y a également une problématique, c'est celle des informations qui sont peu fiables. Donc, il y a des gens qui vont lire des sites Internet, par exemple, où ils vont lire toutes sortes de théories, toutes sortes de modèles, toutes sortes de compréhensions qui sont parfois très erronées et qui vont les prendre comme véritables. Et ça a des impacts sur nos comportements quand on introduit dans notre tête des informations et qui sont fausses au point de départ. Donc, c'est important d'avoir un sens critique par rapport aux informations qu'on va lire. Sixième élément par rapport à la période de confinement, c'est la longueur de cette période-là. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est en période de confinement. On en a encore pour combien de temps? Alors, il y a des gens qui trouvent ça long et qui ont hâte de voir le bout du tunnel et qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que c'est une question de semaines? Est-ce que c'est une question de mois? Est-ce qu'il faudra attendre le vaccin dans 12 à 18 mois, dépendamment des auteurs qu'on lit, là? Donc, il y aura plusieurs mois à attendre avant qu'on ait un vaccin comme tel. Donc, est-ce que pendant cette période-là, en attente du vaccin, est-ce qu'on devra porter des gants continuellement, des masques continuellement? Et tout ça est du nouveau pour tout le monde, hein? Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est dans une période hors norme. Ce que l'on vit actuellement, ce n'est pas la normalité. Quand on est dans le hors norme, on n'a pas de points de repère qui sont déjà toutes faits, donc on découvre à mesure. Et la santé publique, dans sa réflexion, dans ses connaissances scientifiques, ils font appel à leurs connaissances, mais à quelque part, ils font aussi des pas vers l'avant en disant, écoute, on essaie des choses parce qu'il faut que ça avance aussi, mais on se garde une autre porte en disant, si on va trop vite dans le déconfinement, on fera peut-être quelques pas en arrière pour ne pas aller trop vite et créer plus de dommages que de bien rechercher. Et ce qui est important de se demander de quoi on a besoin. Il y a des gens qui vont identifier spontanément, ils s'ennuient des autres. Ils sont peu en contact avec leurs parents, avec leurs amis, avec leurs frères et sœurs, avec leurs collègues de travail. Donc, comment je peux garder des liens avec eux? Donc, je peux à quelque part contacter par téléphone, par texto, par vidéoconférence. Il y a toutes sortes d'outils qu'on a à notre portée. Il y a des gens qui n'ont malheureusement pas de ressources à contacter, qui sont plutôt isolés dans la vie. Pensez aux lignes téléphoniques. Donc, il y a des gens qui se sont donnés comme mandat de répondre à des besoins individuels, d'individus qui sont plus isolés. Ne vous gênez pas. Vous pouvez contacter ces ressources-là. Regardez sur Internet, marquez ligne téléphonique, ligne d'écoute. Vous allez trouver des ressources dans chacune de vos régions. Un autre besoin qu'on peut avoir, c'est d'avoir de l'espace. En période de confinement, on parle d'espace restreint. Il y en a qui souffrent beaucoup de cet environnement-là qui est beaucoup plus restreint. Donc, essayez de voir, si vous vivez avec d'autres personnes, comment on peut partager l'espace. Est-ce que pour quelques heures, je peux occuper la chambre à coucher puis aller lire dans ma chambre? Je fais du télétravail. Est-ce que je peux utiliser la cuisine, la table, la salle à manger pour mettre mon portable et faire du télétravail parce que j'ai besoin de cet espace-là pour travailler? Est-ce que je peux, à quelque part, aller prendre une marche pendant que quelqu'un d'autre utilise une autre pièce de la maison? Donc, on peut s'entendre là-dessus en se parlant de nos besoins respectifs. D'avoir une routine. La routine, c'est important, hein? C'est qu'est-ce que je vais faire demain. Si j'ai des points de repère, en confinement, on a moins de points de repère. Si je suis capable d'avoir des points de repère, en demain, je me lève à 8 heures, je vais déjeuner, je m'habille, puis ensuite, je m'en vais marcher, ou je m'en vais lire, ou quelle que soit l'activité que je vais faire un peu de bricolage dans la maison, dans le sous-sol.
le fait d'avoir des points de repère, ça organise ma journée et j'aurai l'impression à la fin de ma journée qu'il s'est passé quelque chose. Alors que si j'ai improvisé toute la journée, peut-être que mon sentiment, ça sera, mon Dieu, que la journée a été longue et elle a été plate parce que j'ai rien fait. Alors c'est important cet élément de routine-là. D'avoir des projets. Alors ceux parmi vous qui peuvent avoir des projets, les projets ça peut être d'aller en vacances éventuellement, d'aller en voyage, ça peut être de changer d'emploi, ça peut être dans votre milieu de travail, vous avez un dossier que vous n'avez jamais eu le temps d'élaborer, mais que là vous avez davantage de temps et que vous pourriez décider d'en tracer des grandes lignes, puis de faire une proposition à vos patrons en disant j'ai pensé à telle idée, est-ce que ça t'intéresse qu'on aille là-dedans? Alors c'est un élément qui pourrait vous aider. Un autre élément, de réaménager son environnement. Ça semble curieux, hein, mais pensez au nombre d'entre vous qui, depuis le début de la pandémie, avez fait du ménage, avez fait du lavage de vos armoires, de vos garde-robes, avez trié des objets dans vos armoires, dans vos sous-sols, que vous avez mis au vidange peut-être parce que c'était inutile, que vous avez mis à la récupération, que vous allez donner à un centre qui récupère des objets qui peuvent avoir une seconde vie. Pensez au rangement. Vous allez peut-être être surpris, mais les gens qui viennent en thérapie, des fois, ils vont nous raconter que pendant la période où ils sont en thérapie, ils parlent qu'ils font du ménage, qu'ils rangent les choses dans leur vie. C'est pas étonnant, hein? Ils font du ménage sur eux-mêmes en étant en thérapie, sur des sujets qui sont plus difficiles pour eux. Puis en même temps, ils ont comme besoin de changer des choses dans leur vie, puis ils vont réaménager des fois l'espace physique aussi autour d'eux. Un site internet dont je me suis inspiré pour faire cette communication-là avec vous s'appelle l'Institut national du sommeil et de la vigilance en France. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il faisait un lien entre le stress et le sommeil. Vous savez comment le sommeil c'est précieux. Vous savez combien de gens parmi vous ont des troubles de sommeil. Les troubles de sommeil, on les voit des fois dans l'endormissement. Donc, il y a des gens qui vont vous dire « j'ai de la misère à m'endormir quand je vais au lit, ça me prend bien du temps ». Il y a des gens qui vont vous dire « moi, je me réveille plusieurs fois pendant la nuit et des fois, j'ai de la misère à me réendormir ». Et d'autres vont vous dire « moi, mon problème, c'est je me réveille beaucoup trop tôt et la journée commence très tôt et je trouve ça très fatigant ». Quand je ne dors pas bien, il faut que je mette des choses en place pour, à quelque part, mieux gérer ce stress que je vis pendant le jour pour faciliter un meilleur sommeil pendant la nuit. Donc, l'Institut dont je vous parle a énuméré un certain nombre d'items que je vais vous présenter. Le premier, j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est maintenir des liens sociaux. Donc, si je me sens isolé dans mon confinement, c'est important quelque part que j'aille vers les autres. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour les contacter? On peut se parler par la fenêtre. Combien de gens m'ont dit je vais voir mes parents, mais comme ils sont âgés, je n'entre pas dans la maison, mais je leur parle sur le perron et eux sont l'autre bord de la porte et je peux jaser avec eux autres un peu comme ça, puis je les vois. Ça me rassure, ça les rassure aussi. Vous allez voir des gens parfois qui sont assis sur leur galerie, puis il y a des gens à 2 mètres d'eux qui sont en train de jaser avec eux autres. Bon, on parle qu'il n'y ait pas de regroupement, mais des fois, bon, il y a 2 personnes, là, on s'entend que c'est pas très dommageable si on garde une distance suffisante, si on n'habite pas ensemble. Donc, ça peut être une façon de pouvoir être en contact avec des gens qui sont proches de nous. Deuxième moyen, faire de l'activité physique. Vous le savez, ceux qui s'entraînent régulièrement, l'effet de bien-être que ça procure de s'activer physiquement. Il y a un effet de détente souvent qu'on va retrouver après un effort physique. Ceux qui font moins d'activité physique, c'est peut-être une occasion d'en faire si vous avez des problèmes de sommeil. Ça a des impacts sur la diminution du stress. Si je suis moins stressé, il y a des chances que je dorme mieux. Ça a des impacts également sur la régulation du rythme circadien. Le rythme circadien, c'est le rythme éveil-sommeil. Je vais vous en reparler tantôt. 3, d'avoir des activités plaisantes. Si je veux qu'il se passe de quoi d'intéressant dans ma journée, il faut peut-être que j'ai l'initiative d'en mettre en place. Parce que si j'attends que ça arrive tout seul et que je suis confiné, peut-être que ça va être difficile à ce que ça me tombe du ciel. Donc, il y a une partie où moi, je peux me mobiliser puis de m'organiser des choses agréables. Ça peut être une émission de télé, ça peut être de la musique, ça peut être un bon livre, ça peut être un verre de vin, ça peut être de me préparer une bonne bouffe pour mon souper, ça peut être de prendre un bain, ça peut être quelle que soit l'activité, c'est à vous à déterminer qu'est-ce qui est agréable pour vous. Tantôt, j'ai parlé rapidement du rythme circadien, je vais y revenir en vous parlant d'un équilibre de vie, d'une hygiène de vie, d'une routine. J'ai parlé tantôt de la routine. La routine, c'est d'avoir des points de repère. L'hygiène de vie, c'est
Je ne peux pas me lever à n'importe quelle heure, de passer la journée en pyjama, puis de manger un peu à n'importe quelle heure. En termes de qualité de vie, c'est pas très gagnant. J'ai avantage, si j'ai des problèmes de sommeil, d'être plus régulier dans mon horaire. Et pour ça, il faut que j'accepte d'avoir une routine. Alors, il faut le voir comme un élément positif et non pas juste comme une contrainte, parce que c'est pas d'abord une contrainte, c'est dans ma vie au quotidien, j'en ai une routine. Si je suis un travailleur, je me lève à telle heure, je commence à travailler à telle heure, je vais dîner à telle heure, etc., etc. J'ai des points de repère. Si je suis un étudiant, c'est un peu la même chose. Cinquième élément, adopter une pensée rationnelle. Le lien qu'on fait dans l'Institut du sommeil et de la vigilance, c'est de dire on a tous une facilité à être en contact avec nos émotions négatives. Là, ce qu'on nous invite, c'est soyez pas juste dans vos émotions négatives. Je suis tanné, c'est long, je suis irritable, etc. C'est oui, ça se peut que je vive ça, mais comment je peux me mettre en contact avec des éléments positifs de ma journée? Comment je peux être observateur et dire, j'ai pas juste des émotions négatives dans ma journée, j'ai aussi parfois des émotions positives, mais c'est comme s'ils passent très vite, puis j'ai oublié de les regarder, puis de m'en occuper, puis de les reconnaître. Alors, dans ma pensée rationnelle, c'est je prends une distance, puis je me questionne en disant, oui, mais j'ai-tu eu des bons moments aussi dans mon avant-midi, dans ma journée, et qu'est-ce que je pourrais faire dans ma soirée pour en avoir si j'ai l'impression de ne pas en avoir eu assez pendant la journée qui précède. Sixième élément, l'exposition aux médias, la limiter. On est surenvahi d'exposition aux médias. Les téléjournaux sont en boucle 24 heures sur 24. Vous recevez pour plusieurs sur vos tablettes des journaux en ligne. Vous recevez par la poste peut-être certains des journaux papier. On y retrouve des informations qui sont précieuses. L'idée, ce n'est pas de ne plus s'informer, c'est de choisir les informations. Parce que ce que vous vous rendez compte, finalement, les informations, elles tournent en boucle. Donc, vous allez les entendre à répétition. Donc, choisissez les téléjournaux qui vous intéressent davantage. Choisissez les médias écrits si c'est ce qui vous intéresse, ceux qui vous parlent davantage. Et laissez tomber les autres. Prenez une distance par rapport aux autres. Soyez critique par rapport aux médias qui ont des titres sensationnalistes. Il y a des médias qui veulent vous accrocher par des grands titres et vous avez le goût de lire l'histoire jusqu'au bout. Puis là, à la fin, vous dites, c'est épouvantable ce qui est en train de se passer. C'est pas aidant dans le contexte de lire ce genre de reportage-là. Vous n'avez pas besoin pour l'instant d'être alimenté à pu finir par ces éléments-là. Donc, prenez une distance et choisissez des éléments de base qui vont vous aider à savoir qu'est-ce qui se passe, mais sélectionnez. 7. Pratiquer la méditation. On parle de plus en plus de méditation en Occident. Qu'on parle de méditation pleine conscience, d'être dans le moment présent, d'accueillir les pensées qui nous viennent, de s'accueillir à travers tout ça. Qu'on parle de relaxation, il y en a qui connaissent par exemple la méthode de Jacobson, qui est une méthode de relaxation où on met l'accent sur mettre une tension dans le muscle, de relâcher le muscle et de sentir la détente. C'est un élément de relaxation. Pensez à la respiration, qui peut être relaxant aussi. Pensez à écouter la musique, à lire, à prendre un bain. Quelle que soit l'activité de relaxation qui vous aide, ça va vous aider. Le rituel avant le coucher. Les enfants, vous le savez, ceux qui ont des enfants ou ceux qui en ont eu, le soir, le bain, le pyjama, la chaise berçante, on berce les enfants, on leur chante une chanson, on leur raconte ou on leur conte une histoire. C'est des moments privilégiés de détente qui préparent au sommeil des enfants. Comme adulte, on pourrait aussi avoir des moments comme ceux-là. Donc, c'est à vous à regarder qu'est-ce qui pourrait vous aider comme rituel. Le bain, le pyjama, la tisane, la lecture, c'est vous qui avez à déterminer qu'est-ce qui pourrait vous aider. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des activités, une couple d'heures avant le sommeil qui sont de plus en plus calmes, qui vous prédisposent à votre cerveau à ralentir puis à vous préparer à la nuit. Si vous avez un problème de sommeil et que vous avez un gros cadran qui vous tient l'heure à toutes les heures, à toutes les 10 minutes, à toutes les 15 minutes, tournez-le de dos pour pas que vous ne puissiez le voir pendant la nuit. C'est un stress de savoir qu'il est 2 heures, 2 heures et quart, 3 heures moins quart, 3 heures et demie. Et là, vous comptez le temps, ça fait 1 heure, 1 heure et demie. Il y en a qui font une comptabilité de ça et ça augmente votre stress davantage. C'est important quelque part de
tourner la page là-dessus, de tourner votre cadran et de laisser le moment présent venir. Et ça prendra le temps que ça prendra pour vous endormir. Et ça ne change rien que ça ait pris 10 minutes, une demi-heure ou 1 heure et demie. D'en faire la comptabilité, c'est plus stressant qu'autre chose. Pour conclure cet entretien-là d'aujourd'hui, on peut avoir des attentes par rapport à l'extérieur. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral va faire pour moi? Qu'est-ce que la santé publique va faire pour moi? Qu'est-ce que le gouvernement provincial peut faire pour moi? Qu'est-ce que mon employeur va faire pour moi? Oui, on a des attentes par rapport à l'extérieur, mais peut-être aujourd'hui, ce que je vais vous ramener comme question de fond, c'est qu'est-ce que je peux faire pour moi? Donc, de se réapproprier ce pouvoir-là qu'on a sur notre quotidien. Comment je peux me rendre la vie plus agréable? Comment je peux prendre soin de moi? Alors, c'est moi qui vais trouver des réponses là-dessus. Alors, j'espère que la réflexion qu'on a fait ensemble aujourd'hui vous a aidé à mettre des mots sur ce que chacun de nous on vit présentement. Et je vous invite à prendre soin chacun de vous.